va aborder maintenant une table ronde sur les territoires au secours de la santé. On le sait, l'organisation des soins connaît d'importantes transformations au niveau territorial. Et on le sait également, au niveau national, ça devient un peu compliqué. On a un peu d'instabilité politique, on a un peu d'instabilité économique, donc la mobilisation des moyens, des financements est parfois un peu plus complexe. On sait qu'il y a beaucoup de défis dans les territoires, beaucoup de sujets autour de la désertification. D'ailleurs, je crois, Michel, on va peut-être y revenir, que la santé est devenue un des sujets de préoccupation majeurs des Français, voire si ce n'est, dans certains endroits, même le sujet qui interpelle les citoyens. Et souvent, le citoyen, quand il croise un élu, il va le solliciter sur ce sujet, il va l'interpeller. Et donc, on a la chance sur cette table ronde d'avoir des représentants à la fois de l'action dans les territoires, mais aussi au niveau national, sur des initiatives qui visent à libérer les énergies. Et on va faire un petit point sur ce sujet. Donc, j'ai le plaisir d'accueillir Michel Lozana, qui est député de la première circonscription du Lot-et-Garonne. Voilà. Merci Michel d'être avec nous. Stéphane Juni, qui est président du groupe Vive, une petite PME du coin, voilà, que tout le monde connaît bien au travers de ces différentes mutuelles complémentaires, actions aussi dans le médico-social, on va y revenir. Cécile Lambert, qui est rapporteure générale du comité technique et du conseil stratégique de l'innovation en santé. Donc Cécile, voilà. Donc on va dire, pour faire simple, Madame Innovation en santé au niveau du ministère, avec le nom de code qui est article 51. Voilà. Donc, tu me diras si c'était la bonne transposition pour décrire ce que tu fais. Et puis, Cécile Lambert, donc rapporteure générale du comité technique. Voilà. Marion Aymar, pardon, Banque des territoires, directrice de l'investissement en santé. Donc la Banque des territoires investit dans la santé. Eh oui, donc on va en reparler. Alors du coup, Michel, le sujet de la santé en territoire, allez, à Agen par exemple, au hasard, c'est devenu une préoccupation centrale des citoyens. Est-ce qu'un élu de proximité, un maire, un député, peut se promener tranquillement dans la rue sans entendre parler, être interpellé sur le sujet de la santé aujourd'hui ? Ça devient... Allô ? Oui, ça devient difficile. Ça devient difficile et j'ai eu entre guillemets le bonheur de faire plusieurs campagnes. Et je peux vous dire qu'en 2022, nous étions sur les marchés ou dans la rue, toujours interpellés sur ce sujet qui était celui de la santé. Il y a eu d'ailleurs des sondages qui ont été faits qui montrent que c'est devenu la préoccupation majeure devant le pouvoir d'achat dont on parle beaucoup. En fait, c'était sur la santé et on le sent de manière très aiguë dans les territoires. En 2024, c'était une autre préoccupation, on l'a moins senti, mais je peux vous dire que depuis l'élection, à nouveau, c'est revenu. Alors, ce qui a permis d'ailleurs d'avoir dans les collectivités territoriales un vrai engagement, d'abord une prise de conscience, parce que la santé, c'était évidemment quelque chose de national, même si ce n'est pas forcément vraiment du régalien, la santé, mais c'était au niveau national, et les très rares collectivités qui étaient impliquées là-dedans étaient promoteurs, alors que depuis donc 2017, on va le dire, et depuis qu'on parle de désertification médicale, toutes les collectivités ont été interpellées, il faut le dire, du maire au président d'agglomération, la région c'est un peu loin, mais les départements, tous se sont engagés en effet dans des démarches sur la santé. Alors chacun voyant dans le territoire ce qu'il devait porter, quelles étaient les attentes de son territoire, parce que les territoires ne sont pas tous les mêmes et il y a une hétérogénéité. Et donc du coup, il y a eu des initiatives d'un peu partout qui se sont fait jour et qui ne sont pas les mêmes partout, ce qui fait qu'on a eu aussi une réflexion globale qui était le CNR, justement, pour faire en sorte que du terrain naissent des initiatives qui pouvaient être reprises et qui répondaient vraiment aux besoins des territoires. Alors du coup, Marion, tu me disais que l'accès à la santé préoccupe beaucoup les élus. Alors, vous avez beaucoup de casquettes finalement à la Banque des territoires. Alors, c'est quoi les casquettes que vous mettez au service des élus dans les territoires sur la santé ? Alors, peut-être se rappeler effectivement que la Banque des territoires, elle a été créée il n'y a pas si longtemps que ça, en 2018, et on appartient au groupe Caisse des dépôts.
Et effectivement, ces premiers clients, c'est quand même les élus, les collectivités territoriales, mais pas que. Hein. Il y a les bailleurs sociaux, professions réglementées, les entreprises. Et effectivement, les clients de la Banque des Territoires sont énormément confrontés, mais ça rejoint ce qui vient d'être dit, aux enjeux de la santé. Et la Banque des Territoires, elle a fait de la santé un enjeu prioritaire en se dotant d'un plan ambitieux. Ce qui peut paraître de loin un peu surprenant, hein, finalement. C'est une des priorités de la Banque des Territoires et elle peut le faire avec ses différentes casquettes, effectivement. Elle a plusieurs casquettes. Elle a la casquette d'ingénierie, d'accompagnement des territoires, d'accompagnement des collectivités, parce que ça vient d'être dit, il y a énormément d'initiatives et souvent coportées par les collectivités. Donc il y a cette première casquette. Il y a une deuxième casquette en tant qu'investisseur. Investisseur dans des solutions innovantes, investisseur dans des murs, dans de l'immobilier de santé, toujours au service de cette santé. Il y a également la casquette de prêteur aux établissements sanitaires, prêteur aux hôpitaux, prêteur aux centres de santé, bref, prêteur, donc cette autre casquette. Et enfin, il y a la casquette d'opérateur pour le compte de l'État, dans le cadre de France 2030, des appels à projets. Et peut-être juste un chiffre, le plan duquel elle s'est dotée, la Banque des Territoires s'est dotée donc de ce plan, et on parle de 840 millions d'euros qui sont envisagés avec ces différentes casquettes pour répondre à ces enjeux d'amélioration du parcours de santé. Donc tout ça au service des élus. Hein. Donc, au service des territoires, et les élus évidemment sont confrontés directement à ces enjeux territoriaux. Et alors du coup, Stéphane, être un acteur de la santé dans les territoires, ça peut prendre des formes assez inattendues. Alors comment est-ce que vous gérez ça aux bornes du groupe Vive, et d'ailleurs peut-être en profiter pour rappeler les multiples facettes de ce groupe très riche? David, comme vous l'avez indiqué, on est une petite PME, donc on protège 11 millions de Français, et surtout on a différents métiers qui sont pour nous importants sur les enjeux de santé et de protection sociale. Vous avez tous en tête que les mutuelles remboursent ce que la sécurité sociale ne prend pas en charge, c'est notre premier métier. Mais pour autant, la singularité de notre groupe, c'est d'être un acteur dans les territoires, puisque nous avons 1800 établissements et services de proximité qui vont de crèches, de cliniques, de transports sanitaires, d'EHPAD, etc. C'est 17 métiers qui sont sur les parcours de soins et de santé inscrits dans les territoires. Et sur les 45 000 collaborateurs, 35 000 sont positionnés sur ces métiers de l'offre de soins et d'accompagnement. Donc on est très attaché au sujet des territoires. Et je rejoins parfaitement ce que vous avez souligné, monsieur le député, c'est que les énergies, elles sont dans les territoires. La construction de solutions, parfois d'ailleurs éloignées de certaines politiques publiques, parce qu'on le voit, une politique publique qui est définie au niveau national peut parfois être brouillée dans sa mise en œuvre parce qu'il n'y a pas les leviers pour pouvoir les mettre en œuvre d'une manière efficace. Donc on croit beaucoup, j'y reviendrai d'ailleurs en partenariat avec d'autres, sur la capacité à pouvoir construire des solutions dans les territoires. Mais c'est vrai, l'élément qui est un peu atypique, il est probablement de deux natures, David. Le premier, c'est qu'on est le 4e opérateur de logement social dans notre pays. On est très fiers de ce métier-là. Pourquoi on est un opérateur du logement? Parce qu'on n'oublie pas que les enjeux de santé nous obligent à agir davantage sur le sujet des déterminants de santé. Le logement, c'est un déterminant de santé qu'on néglige d'une manière importante. Une personne qui vit dans la rue, son espérance de vie, elle est de 49 ans dans notre pays. Donc si on ne comprend pas que le logement est l'un des premiers déterminants de santé, on ne peut pas imaginer pas simplement les politiques de santé, mais également l'amélioration de la santé dans notre pays, et c'est la raison pour laquelle on s'engage. On a créé un label logement santé qui nous permet, de la construction des logements jusqu'aux services apportés aux habitants, de pouvoir faire en sorte que la santé soit le fil rouge de la construction des logements de demain. Donc l'idée, c'est de maintenir un peu plus longtemps aussi les personnes en bonne santé dans les logements, j'imagine. Oui, à travers des logiques de service, pour les accompagner également dans le cadre de leur évolution, à travers notamment l'avancée en âge, de pouvoir leur apporter des solutions qui leur permettent de rester à la maison, mais aussi de pouvoir avoir une vie sociale. Et c'est pourquoi, notamment avec la Caisse, on y reviendra, la Caisse des dépôts, on est un partenaire sur la construction de l'habitat accompagné, personnalisé et inséré, les logements API, qui permettent véritablement de construire des logements, pas simplement en milieu urbain, mais également dans le périurbain et en milieu rural, pour faire en sorte que les logements soient insérés dans les quartiers, insérés dans le tissu de la ville, et bien sûr qu'elles permettent de répondre à des services apportés, notamment pour les personnes avancées en âge. Donc s'occuper de la santé des gens dans les territoires, c'est pas que gérer le rendez-vous avec le médecin, c'est au sens large, c'est aussi la prise en charge avant et jusqu'au domicile. Alors Cécile, toi tu es la meilleure amie des initiatives en territoire en santé.
donc en bottom-up, pour reprendre un terme un peu franglais, voilà, donc des initiatives qui partent du terrain. En tant que rapporteur général de l'article 51, c'est quoi ce super pouvoir que tu as? Donc tu n'as pas mis ta tenue de super-héros aujourd'hui, mais tu as des super pouvoirs. Ouais. C'est peut-être maintenant que je fais la transformation d'ailleurs. Non, non, c'est pas aujourd'hui. Tout à l'heure alors. Donc l'article 51, c'est un nom barbare pour désigner un dispositif de soutien à l'innovation qui a été créé en 2018 et qui est porté par le ministère de la Santé, mais aussi la Caisse nationale d'assurance maladie, je voulais le préciser. Vous êtes deux super-héros. Voilà, ouais. Son originalité, c'est en effet d'être un guichet qui est ouvert aux propositions du terrain. Donc on n'est pas dans une logique descendante, on passe rarement des appels à projets. On n'écrit pas nous-mêmes des cahiers des charges et ensuite on demande qui veut rentrer dans les clous. C'est quoi cette logique d'administration où en fait c'est pas toi qui imposes les réponses que tu attends? Ouais, j'aimerais bien, mais je peux pas. Non, c'est pas vrai. Je suis très contente de travailler dans ce cadre-là. Et donc on a très peu de critères qui s'appliquent aux porteurs de projets. Nos porteurs de projets, ils sont issus du monde libéral, ils sont hospitaliers, ils sont publics, privés non lucratifs, privés lucratifs. On a aussi des associations de patients qui portent, des sociétés savantes, des syndicats professionnels. Donc en fait, il n'y a pas besoin d'avoir une étiquette. Pour être porteur de projet article 51, on peut venir d'univers très différents, les startups aussi évidemment, les industriels de santé. Ensuite, ce qui nous intéresse, c'est que le porteur lui-même, il porte son propre cahier des charges. C'est-à-dire qu'il a envie de faire quelque chose, il a rencontré un problème opérationnel, il veut créer sa propre solution. Et nous, on le soutient et on le sponsorise dès le départ. Alors, on va le faire de trois manières. D'abord, on va lui créer un véritable bac à sable, puisque le 51, ça permet de déroger à un grand nombre de règles qui s'appliquent sur l'organisation, le financement des soins, les compétences des professionnels de santé, mais aussi les règles de délivrance des médicaments, etc. Donc on a une très longue liste de dérogations qui ont été ouvertes dans la loi de financement de la sécurité sociale pour 2018. Donc c'est un choix de la représentation nationale d'avoir créé ce cadre de liberté. Et donc, le porteur, il peut s'abstraire de ces contraintes pour vraiment aller chercher l'innovation. On n'est pas sur un projet qui va être dans les clous des règles actuelles, optimisateur, on va chercher l'efficience. On va au-delà pour vraiment chercher des innovations organisationnelles de rupture, entre guillemets, même si ce terme est un peu galvaudé, mais c'est quand même ce qu'on recherche. Deuxièmement, évidemment, on a un soutien financier. Donc, on finance... Alors, la moyenne, c'est pas intéressant parce que parfois on finance 30 000 euros, parfois on finance plusieurs dizaines de millions d'euros. Donc ça dépend du projet, parce que là aussi, on prend des projets d'envergure très différentes. Là aussi, il n'y a pas de barrière. On peut prendre des petites équipes, on peut prendre des grands groupes. Pour nous, c'est pas le sujet. Vous êtes très tolérant en fait. Voilà, c'est l'idée. On est hyper tolérant. Et aussi, on accompagne aussi d'une façon peut-être un petit peu moins facile à expliquer. C'est que on organise le travail des institutions autour de l'EXP, donc de toutes les directions du ministère de la Santé concernées et la CNAM, très tôt dans le projet. Donc on va les fédérer, on va les rendre sponsors du projet, et à la fin, on organise la discussion pour savoir s'il faut pérenniser l'expérimentation. Donc, vous savez, il y a plein expérimentations, innovations financées par appel à projet, et on a des vraies difficultés de passage à l'échelle ou de pérennisation de ces financements. Le 51, il est organisé pour aller vers cette pérennisation dès lors que l'évaluation qui est réalisée est positive. Donc voilà ce qui fait notre originalité dans le système institutionnel, on va dire, actuel. Donc si vous avez des innovations en santé, vous cherchez à les lancer dans des territoires, vous avez un guichet qui ne va pas vous imposer finalement un cahier des charges ou un filtrage. Vous pouvez venir te voir et espérer avoir un cadre pour faciliter l'exécution de ces projets. On va y revenir un petit peu plus loin. Alors Michel, du coup, quand vous promenez dans les territoires, donc là vous êtes sollicité, j'imagine que souvent la question qui revient, c'est comment on va attirer des pros de santé dans le territoire. Donc quand on est élu, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'on fait, que font les élus justement pour créer les aimants et attirer des professionnels de santé, donner envie de s'installer et d'officier dans nos territoires?
C'est un sujet évidemment compliqué. Il y en a qui ont été moteurs. Je voudrais donner un exemple. Par exemple, l'Aveyron, qui manque très peu de généralistes, qui avait très tôt eu l'intuition qu'il y aurait des problèmes de passage de témoins, puisque beaucoup de médecins partent à la retraite. Et ils étaient allés démarcher à Toulouse les internes en leur disant « Vous venez faire des stages en Aveyron, nous vous paierons les trajets, et y compris donc votre accueil sur les territoires ». Depuis, l'Aveyron ne manque pas beaucoup de généralistes. Ils avaient eu cette intuition très tôt. Depuis les différentes crises, il y a beaucoup de choses qui se font. Les collectivités organisent d'abord, évidemment, l'accueil, donc d'abord dans les internats, par exemple. À Agen, l'agglomération a financé en grande partie la réfection de tout l'internat pour attirer des jeunes, parce qu'ils notent en plus les internats. Donc ils se déplacent dans les endroits où ils sont choyés, on peut dire, entre guillemets. Après, on les accueille, et je crois que tous les départements maintenant font des manifestations, ou des agglomérations d'ailleurs, d'accueil 2 fois par an des internes, pour leur promouvoir leur territoire, savoir ce qui se passe sur le plan culturel, comment on peut accueillir les gens. Il y a un accueil aussi qui s'organise de plus en plus sur les conjoints, parce qu'évidemment, souvent, ce sont des couples, et il faut trouver du travail, par exemple, au mari ou à l'épouse sur le territoire. Et donc, tous ces guichets-là se mettent en place dans les territoires. Et puis ensuite, il y a des initiatives plus particulières qui répondent évidemment aux différents besoins. Et là, cela dépend à la fois donc de la vision que nous avons du territoire et des véritables besoins. L'agglomération d'Agen, par exemple, a été très tôt dotée d'un élu qui était dédié à la santé, ce qui a permis, par exemple, de monter très rapidement un centre de vaccination lors du Covid. C'est l'agglomération d'Agen qui l'a fait pour toute son agglomération, un centre de vaccination qui a très bien fonctionné. Et donc, tout ce maillage-là est important. Toutes ces actions-là font qu'il y a une visibilité d'abord du territoire, et en plus, les jeunes sont attirés. Il y a peu, on les a invités, par exemple, les jeunes internes, au match de rugby où Agen a gagné pour une fois. En fait, il faut les chouchouter, les jeunes. Une fois qu'ils ont étudié, qu'ils ont fait des stages, ils restent plus facilement, en fait. En fait, il y a un tropisme, évidemment, pour les grandes métropoles qui, d'ailleurs, je dois dire, au niveau national, commencent à perdre un petit peu de leur lustre. De plus en plus, ce sont les villes moyennes qui prennent le dessus en termes de qualité de vie, et c'est ce qu'il faut mettre en avant, et de besoins. En plus, évidemment, on organise dans les territoires des regroupements de médecins. Les jeunes médecins ne veulent plus s'installer tout seuls dans un village ou autre. Et nous avons donné, le législateur a donné la possibilité de s'organiser de plus en plus. Il y a actuellement des territoires qui s'organisent autour de groupes médicaux, où il y a évidemment des médecins généralistes, mais des spécialistes, et du matériel aussi qui permet vraiment d'avoir une activité en commun très intéressante. Les médecins ne veulent plus travailler tout seuls, ils veulent travailler en réseau, et c'est très important, et trouver dans leur même centre souvent des compétences qu'avant on trouvait dans les hôpitaux. Et du coup, il y a des équipements de pointe de plus en plus mobiles, des robots, des systèmes pour faire de la biologie, pour faire de l'échographie, etc., portables qu'on peut installer sans créer un hôpital à chaque fois. Vous pouvez en voir beaucoup d'exemples dans le salon, et donc on est à un moment intéressant pour ça. Stéphane, alors l'innovation dans les territoires, ça vous parle, vous en faites beaucoup. Quelques illustrations de ce qu'on peut faire dans les territoires quand on s'appelle Vive. En fait, j'ai envie de partager 2 choses avec vous. C'est qu'on s'appuie beaucoup sur l'innovation, notamment digitale, autour des données, mais on ne néglige pas non plus que l'innovation, c'est aussi de l'innovation, pas simplement technologique, mais aussi de l'innovation sociale. C'est-à-dire comment on transforme les organisations qui permettent de pouvoir améliorer les parcours de soins et de santé. Sur l'innovation en matière technologique, on a un projet qui est un projet en Normandie qu'on a construit avec le F-Data Hub, avec également la région Normandie, autour d'un enjeu qui est un enjeu de santé publique important. Vous avez en France 4 millions de personnes qui sont asthmatiques, et notamment liées aux allergènes et au pollen qui sont dans l'environnement des personnes. Donc c'est un enjeu qui est un enjeu de santé publique majeur.
On sous-estime d'ailleurs le coût, c'est 1 milliard d'euros chaque année, puisque en fait une allergie, ça peut être en effet du coulement de nez ou des symptômes qui sont anodins, mais ça peut également entraîner des vraies pathologies sérieuses en matière de santé publique. Et donc ce qui était important pour nous, c'est comment on mettait en place des outils, notamment à partir des données existantes sur des cartographies qui pouvaient exister, pour voir et surtout alerter les phénomènes d'allergie, et notamment dans les pics saisonniers qui peuvent intervenir. Donc là, on est vraiment dans du prédictif. Là. On est dans du prédictif, mais on fait également des mesures en temps réel, c'est-à-dire pas simplement à travers la logique des doubles jumeaux qui nous permettent d'avoir une approche des cartographies historiques et au regard des prescriptions qui ont pu être données dans le temps, mais aussi en temps réel, et qui nous permet en fait de quoi ? Tout simplement d'envoyer des messages de prévention et de santé dans les régions et dans les territoires où il y a ces phénomènes de pics allergiques et surtout de pics de pollen. C'est une illustration pour nous de l'intervention qui doit être celle d'un acteur de complémentaire santé, c'est-à-dire comment nous sommes en capacité de pouvoir améliorer les enjeux de prévention primaire. Et j'avais écouté tout à l'heure les enjeux d'amélioration de l'organisation du système de santé à travers de l'innovation territoriale. On a, avec la Caisse des dépôts, créé une association qui s'appelle l'association Assist, qui vise à accompagner des acteurs qui sont dans les territoires. Alors à la différence de ce qui est fait à travers l'article 51, c'est qu'on fonctionne à travers des appels d'offres sur des thématiques. Et l'objectif pour nous, c'est de pouvoir accompagner des acteurs qui portent une innovation en matière notamment de prise en charge et d'innovation en santé. L'expérience de Belle-Île, elle est pour nous extrêmement importante. Une île qui, hors saison, a une population qui est réduite, mais qui connaît un pic démographique important en pleine saison estivale. Comment l'organisation du système de soins peut s'adapter face à une augmentation par 3, 4, 5, parfois 10 de la population sur cette île. Et donc il y a tout un dispositif qui a été retenu pour permettre de renforcer l'accès aux soins dans cette île, notamment pendant la période estivale. C'est important, je pense, ce point, Stéphane. C'est-à-dire, c'est pas que de l'innovation technologique. Ou voilà, on parle aussi beaucoup d'organisation, finalement, du parcours. Pourquoi j'évoque ça, David ? Et je ne vais pas être trop long, mais bien sûr, dans votre salon, et vous faites un travail avec des entrepreneurs, avec des start-up, avec des acteurs qui investissent d'une manière très importante sur les enjeux technologiques. Et nous avons besoin de progresser, notamment face à l'intelligence artificielle qui vient bousculer indéniablement la capacité à pouvoir investir davantage les sujets de santé. Mais ne négligeons pas qu'une grande partie de notre système de santé aujourd'hui n'est pas au rendez-vous de l'accès aux soins et de la prise en charge pour des raisons strictement organisationnelles. Et ne négligeons pas donc l'innovation sociale qui permettrait d'améliorer et de fluidifier les organisations. Et pour réussir d'ailleurs le passage à l'échelle, on sait à quel point c'est important. Du coup, Marion, d'ailleurs, ça fait partie de vos sujets d'attention dans vos investissements. Tu me disais que vous alliez effectivement observer avec attention finalement les propositions qui avaient le plus d'impact sur les parcours avec les pros de santé. Est-ce qu'on peut y revenir justement ? Oui, exactement, et ça s'inscrit dans tout ce qui vient d'être dit. C'est-à-dire qu'on parle d'innovation au sens large, et on reste persuadé à la Banque des Territoires que, évidemment, l'innovation numérique, elle est importante, mais elle doit être accompagnée aussi d'innovation organisationnelle. J'entendais le mot innovation sociale, innovation territoriale. On s'inscrit pleinement dans cette logique-là. Il n'y a pas des médecins à tous les coins de rue, donc il faut qu'on innove, il faut qu'on trouve des moyens de faire gagner du temps médical, il faut qu'on trouve des moyens d'améliorer la qualité de vie au travail des soignants pour qu'il y ait cet équilibre de vie qui a été aussi mis en avant entre la vie professionnelle et la vie personnelle, pour faire en sorte que les soignants travaillent en groupe, collaborent. Et donc, effectivement, on a une attention particulière sur les solutions qui s'inscrivent dans cette démarche-là pour toujours cette idée d'amélioration du parcours de santé, que quel que soit le territoire où on est, on puisse avoir accès à une santé de qualité. Peut-être quelques exemples pour... Très bien, ouais, si tu avais, c'est toujours utile des exemples. Voilà, pour illustrer un peu... alors, on en a beaucoup, et je vais peut-être en donner quelques-uns. Je pense notamment à de la télémédecine, de la télésurveillance, à Semeia, par exemple, qui est un outil, un logiciel hyper adapté dans le suivi de patients, plus de 25 000 patients qui sont suivis pour des maladies chroniques, qui intègrent plus de 1000 soignants. Donc voilà, c'est typiquement une illustration d'une... Une innovation tech qui se met au service d'un parcours dans le territoire où il y a un manque... Exactement.
envie aussi de donner des exemples de type innovation organisationnelle avec des segmentations de tâches faites de manière, encore une fois, à avoir du gain de temps médical ou du gain de temps adapté à chacune des fonctions des soignants. Et pour là, 2 exemples, Ipsos Santé, pour un accès à la médecine générale sur les territoires avec, encore une fois, un équilibre de vie entre soignants, vie perso, vie pro, un cadre pour les soignants adaptés. Et dans la même veine, Cardioparc, en région Auvergne-Rhône-Alpes, sur les soins cardiologiques, avec, encore une fois, ces innovations organisationnelles. Comment je segmente mes tâches, comment je m'appuie aussi sur l'innovation numérique pour avoir un parcours patient adapté, pour avoir un parcours également pour les soignants, avec des logiciels, avec être facilité dans leur quotidien, toujours dans cette idée de gagner en fil actif de patients, en qualité de soins. Voilà ces exemples qui, pour moi, illustrent un peu ce qui a été dit sur l'innovation territoriale, sociale, organisationnelle et numérique. Il faut que ça s'inscrive dans une organisation territoriale. C'est intéressant ce cas Cardioparc, parce que finalement, je prends un temps médical disponible, mais j'augmente l'efficacité de ce temps médical en service rendu. Ça, c'est intéressant. Exactement, en faisant travailler ensemble des infirmiers, infirmières en pratique avancée, en faisant travailler ensemble des infirmiers échographes, infirmières échographes, des cardiologues, des assistants médicaux, des secrétaires médicaux. Bref, avoir cette pluridisciplinarité de soignants, cette équipe qui travaille dans un cadre favorable et qui permettent encore une fois d'avoir des files actives de patients plus importantes, quels que soient les territoires. Et Cardioparc, on parle de petites villes, de très petites villes sur le territoire Auvergne-Rhône-Alpes. Et alors du coup, toi tu as des super pouvoirs, alors comment tu continues de libérer l'innovation avec l'article 51 ? On a eu beaucoup d'initiatives qui ont été lancées. On en est où aujourd'hui justement dans ce cheminement ? Est-ce qu'on a enfin des initiatives qui passent à l'échelle, qui sont remontées de toutes ces initiatives en territoire ? On est à quel moment finalement de la vie de l'article 51 ? Je vais répondre à ta question, mais je mentionne juste que l'article 51 soutient CEMEIA pour 2 choses, hein, parce que Marion Vas-y. et a financé le suivi des patients greffés et le suivi donc rien à voir, les suivis des patients bipolaires, donc en psychiatrie. C'est en cours d'évaluation. Et on finance aussi assez largement IPSO, le développement de IPSO, qui sont des structures de soins primaires, effectivement. Alors, où on en est ? On a eu 1200, on a instruit 1279 projets depuis la création de l'article 51 en 2018 et on a lancé 158 expés. Donc on a un taux de sélection de 1 pour 10 à peu près. Non, un peu plus, mais enfin bon, voilà. Depuis la création du dispositif, il y a 75 expérimentations qui ont été terminées sur ces 158, 83 qui sont en cours. Sur ces 75 terminées, on en a 36 qui sont passés en droit commun ou qui vont l'être. Donc qui sont dans ce qu'on appelle une phase transitoire, qui est une phase de préparation à l'entrée dans le droit commun. Donc 36 ont fait l'objet d'une décision positive d'entrée dans le droit commun. 28 se sont terminés sans suite. Donc on n'a pas eu d'évaluation positive ou on n'a pas décidé de les amener vers la pérennisation et la généralisation. Et 11 n'ont jamais démarré ou ont été abandonnés en cours de route. Ça arrive aussi que des porteurs nous demandent, généralement c'est eux qui nous demandent de mettre fin à l'expérimentation parce que ça ne démarre pas comme ils le souhaitaient. Donc on peut considérer avec cette expérience sur le volume d'expé terminés qu'on a un taux de réussite à peu près de 50%. Donc ça veut dire que 50% de ces projets vont trouver une voie de généralisation, de transposition dans le droit commun, de pérennisation. Il y a plein de mots qu'on peut utiliser. Alors, vous vous dites, quoi par exemple ? Qu'est-ce qui est passé dans le droit commun ? Alors, il n'y en a pas encore beaucoup, parce que sur les 36, j'ai fait une petite astuce, c'est les transposés et ceux qui sont en train d'être transposés. Et donc, sur les vrais transposés, on en a 5. Donc, on a, par exemple, vous savez peut-être que depuis l'été dernier, vous pouvez aller en pharmacie d'officine et vous faire délivrer des antibiotiques pour une angine ou pour la cystite, donc évidemment des cas d'usage très fréquents, directement par le pharmacien, après la réalisation d'un TROD. Donc ça, c'est issu de l'article 51. C'est une expérimentation qui s'appelle OSIS, qui visait à permettre aux pharmaciens d'officine de prendre plus de responsabilités sur certains épisodes de soins.
Elle est encore en cours parce qu'il y a 4 autres situations qui sont traitées par OSIS. Si vous avez été enceinte récemment, pourquoi pas? Peut-être que vous avez eu du diabète gestationnel. Moi, j'en ai eu pendant ma grossesse. Et on a soutenu 2 solutions de télésurveillance des patientes qui ont un diabète gestationnel et qui permettent de garder le lien avec la femme enceinte de façon améliorée entre l'établissement de santé qui suit la grossesse et la patiente. Et puis, peut-être aussi que vous avez accompagné des proches en situation de perte d'autonomie et qu'ils ne veulent pas aller en EHPAD. Et donc, on a soutenu une expérimentation issue du monde non lucratif, de la Croix-Rouge en particulier, qui s'appelait DRAD, et qui a en fait modélisé ce qu'on appelle les centres de ressources territoriaux. Donc, c'est l'idée d'avancer vers une forme d'EHPAD plateforme, hors les murs, et de permettre aux patients de rester le plus longtemps chez eux. Et comment on le fait? On intensifie les prises en charge, bien sûr, humaines, et puis on s'appuie aussi sur des outils de télésuivi qui permettent de faciliter le maintien du lien avec la personne qui reste à domicile. Ça, c'est ce qu'on a vraiment transposé. Dans ce qu'on est en train de transposer, on a beaucoup de projets différents. C'est toujours difficile de parler du 51 parce qu'on a une multitude de projets, de thématiques. Donc certaines sont déjà bien installées et connues. Alors vous avez peut-être entendu parler de ICOP, c'est le repérage précoce des signes du vieillissement, donc avec vraiment une ambition très forte de repérage de toute une cohorte à partir de 60 ans, donc très tôt, avant l'entrée d'ailleurs dans vraiment la phase de vieillissement en tant que telle. Et donc, on va permettre de repérer très précocement si la personne a des signes de vieillissement préoccupants. C'est-à-dire, est-ce qu'elle s'éloigne d'une trajectoire souhaitable sur 6 aspects essentiels, la cognition, la mobilité, etc. Et l'idée, c'est bien de déployer, donc c'est un système de tests très simples, de traitement par plateforme de ces données qui sont collectées sur des plateformes, et on va enclencher des prises en charge. Voilà, c'est un exemple. Ce sont des exemples très concrets. Il y en a plein d'autres. Voilà. Donc le sujet maintenant, c'est de les transformer, les passer dans le droit commun. Tu m'expliquais que ça peut prendre pas mal de temps parce qu'il faut laisser aussi le temps à mon voisin de droite de travailler et de parfois faire évoluer le contexte réglementaire, législatif, parfois même de voter des lois, parce que dans les super pouvoirs, vous avez des dérogations pour permettre de faire des choses qu'on ne pouvait pas faire avant d'un point de vue réglementaire, et ensuite il faut les transposer dans le droit commun. Du coup, Michel, par rapport à ces sujets de coordination, de parcours dans les territoires, il y a un exemple qu'on avait évoqué, moi qui m'avait assez frappé, c'est celui de dire, par exemple, une aide ménagère, ça peut être un instrument hyper important pour innover et permettre aux hôpitaux de sortir plus rapidement des gens de l'hôpital. Pourquoi ? C'est très simple, ça revient un peu à ce que je disais tout à l'heure, c'est que maintenant il faudra travailler de plus en plus en réseau, entre guillemets. On aura à faire face à un vieillissement de la population très important. Les gens veulent vieillir à domicile. Il y a un coût moindre évidemment que dans les structures EHPAD ou autres d'accueil. Deuxième chose, on développe de plus en plus des thérapeutiques à domicile. Moi qui travaille beaucoup en cancérologie, vous savez qu'il y a des chimiothérapies à domicile, entre guillemets. Ce qui fait que nous avons besoin donc de toute une chaîne qui va certes de l'hôpital au médecin généraliste en ville, mais aussi l'infirmière et l'aide-soignante qui, elle, va être tous les jours au pied du patient. Et moi, quand j'étais médecin généraliste, je le suis encore un peu, mais je faisais beaucoup de visites à l'époque, je demandais toujours à l'aide à domicile comment ça se passait, parce qu'elle voit vivre le patient, entre guillemets. Donc c'est toute une chaîne d'informations qui permettent de maintenir ce patient-là et qui est aussi un engagement organisationnel, on l'a dit, très important. D'ailleurs, on a un peu poussé à ce qu'il y ait une réorganisation entre les associations d'infirmières et d'aide à domicile, entre guillemets, pour que le lien se fasse beaucoup mieux, parce que, vous savez, en France, on travaille beaucoup en silo, et il est très important donc d'avoir ce maillage pour le parcours, entre guillemets, du patient, qui doit être vraiment du début à la fin accompagné dans son parcours. Donc c'est très, entre guillemets, important. C'était un peu anecdotique. C'était
pour mettre en avant donc, ces besoins du domicile qui sont très importants. Donc l'organisationnel est très important. Les médecins ne veulent plus travailler tout seuls, comme je le disais. Et ils fédèrent autour d'eux maintenant des associations d'infirmières et peut-être aussi des associations d'aide à domicile pour justement coller à ces besoins de terrain. Et du coup, Stéphane, vous portez aussi des offres de soins dans les déserts médicaux pour combler des manques en France et en métropole, mais aussi dans les territoires ultramarins. Donc on peut y revenir quelques instants rapidement. Je veux simplement partager, parce qu'en fait, sur les déserts sanitaires qui concernent maintenant tous les territoires de notre pays. Même à Paris, j'ai appris ça hier, oui, en échangeant avec un élu. En fonction des quartiers, en fonction en effet des territoires urbains, périurbains ou ruraux, on a aujourd'hui une situation qui concerne... J'ai en tête un nombre significatif de Français, 40% des Français qui sont concernés par des déserts sanitaires. En fait, le sujet... 30% 30%. Je veux simplement, pas simplement s'appuyer sur l'expérience du groupe, mais partager avec vous 2-3 convictions rapidement. Ouais. Le premier, c'est qu'il nous faudra du temps. On ne pourra pas, parce qu'il y a un enjeu qui est un enjeu de formation des professionnels de santé, du jour au lendemain répondre à ça. Et c'est pourquoi la proposition de loi qui est débattue aujourd'hui sur l'évolution de la profession d'infirmier est, je trouve, un élément qui permettra probablement de conforter... Votez hier soir, journal Scoop en temps réel. À 1h du matin précisément. Eh ben, bravo monsieur le député, mais en tout cas ce sont des éléments à travers le partage des compétences qui permettra à mon sens de pouvoir répondre aujourd'hui à une difficulté, c'est que le temps médical il devient réduit. Donc il nous faut du temps long. Le problème c'est que on a aujourd'hui des acteurs qui sont prêts à s'engager, qui trouvent des solutions dans les territoires, et vous en êtes beaucoup dans cette salle. Et parfois on n'a pas la confiance. On essaie de faire des choses, on essaie de tester des choses et on voit bien que, parce que vous êtes en effet soit du secteur de ville, soit du secteur hospitalier, soit vous êtes un acteur public ou soit un acteur privé, il y a un peu de défiance. Et on aime bien dans notre pays opposer les acteurs. Je pense qu'on va en crever. Et pour répondre à ce défi des déserts sanitaires, il faut davantage faire confiance. Le deuxième élément, c'est que cette confiance elle est d'autant plus importante qu'il y a des acteurs qui sont prêts à investir. Le groupe VIS, c'est 500 millions d'euros qui ont été mis... depuis 3 ans sur l'investissement du développement de l'offre de soins et d'accompagnement. Je l'ai dit avec l'association Assist, avec la Caisse des dépôts, on a créé une alliance entre un acteur qui est un acteur privé mutualiste et un acteur qui est un acteur majeur dans les territoires, avec la banque des territoires. On a décidé d'allier, d'associer nos forces pour dire en quoi on peut aider des acteurs qui innovent et qui transforment les enjeux de santé. Je vous donne un exemple. Une région qui m'est chère, la région des Pays de la Loire. On a investi sur 4 services de médecine de proximité, et monsieur le député, pas dans les métropoles. 2 à Laval, 1 au Mans et 1 à Cholet, services de médecine de proximité. C'est 16 000 personnes qui étaient sans médecin traitant à qui on a offert, avec la création de ces services de médecine de proximité, avec l'appui des collectivités territoriales et de la communauté des soignants, un service qui permet à des personnes qui étaient sans médecin traitant de retrouver une place dans le parcours de soins et de santé. Il y a des acteurs qui investissent. Et il y a des solutions qui permettent de répondre à ça. Mais je ne peux pas quand même ne pas partager une dernière conviction avec vous, c'est que nous avons besoin d'avoir une vision de long terme. Moi, je regrette, et puisque nous avons un député, nous comptons sur lui d'autant plus, monsieur le député, que vous êtes très investi sur les sujets de santé, je regrette que notre pays n'ait toujours pas la nouvelle stratégie nationale de santé qui soit définie. Ça fait maintenant 3 ans que l'on attend cette nouvelle stratégie nationale de santé, qui est prévue d'ailleurs par le législateur à travers une logique d'actualisation. Pourquoi c'est important pour des acteurs et pas simplement publics? C'est que ça permet de fixer le cap. Et comme il n'y a aucune ambiguïté de ma part, c'est bien l'État et le Parlement qui doivent fixer le cap, pour nous les acteurs, ça nous permet ensuite de pouvoir décliner, adapter nos stratégies, permettre de compter sur des moyens qui sont mis à disposition pour atteindre ces différents objectifs. Bref, il s'agit véritablement d'avoir une stratégie d'alliance pour réussir, notamment sur le sujet des déserts sanitaires. Ouais, je pense que vous serez d'accord là-dessus, Michel, hein, sur les alliances dans les territoires. Là, on arrive au bout, donc très rapidement, je vais redonner la parole à Marion pour lui proposer de conclure cette table ronde. Je vais te donner la baguette magique maintenant à ton tour. Je te l'emprunte, je la prête à Marion. Marion, si tu avais une baguette magique avec ton retour d'expérience, qu'est-ce que tu ferais? Là, on a parlé de temps long du côté de Stéphane.
Et toi, tu en ferais quoi? Alors, alors j'ai jamais eu de baguette magique, donc c'est assez grisant. Profites-en. Mais voilà, Voilà. Bon, alors évidemment, mettre un soignant dans chacun des territoires, ça va être compliqué. Donc, il faut trouver d'autres solutions. Et je pense qu'on en a parlé tout à l'heure sur l'innovation, totalement en phase sur le cap et la stratégie long terme. Après, il y a un foisonnement d'innovation. On le voit ici et on en a parlé, on a donné des exemples. Comment on passe à l'échelle? Comment on généralise, comment on fait en sorte d'avoir des champions, comment on fait en sorte de passer d'une expérimentation qui fonctionne à quelque chose qui peut rentrer dans le système, qui peut rentrer dans le droit commun, et je pense que ça fait le lien aussi sur... voilà, on est dans un secteur réglementé, donc avec tout ce que ça comporte de force et de complexité. Comment est-ce qu'on fait pour casser les barrières et faire en sorte que ça s'accélère? Je pense aussi qu'il y a un enjeu d'acculturation, un peu acculturation générale, aussi bien du citoyen, du consommateur de soins, du grand public, on a la chance en France d'avoir un système qui, quand on est citoyen, peut ne rien nous coûter. Mais c'est pas parce que ça nous coûte rien que ça n'a pas de valeur. Et donc, c'est pas gratuit pour autant. C'est pas gratuit pour autant. Et donc, du coup, peut-être avoir cette connaissance de tous ça a un coût, ça a une valeur et voilà, c'est pas gratuit. Peut-être fait aussi prendre conscience à l'ensemble des concitoyens et des consommateurs, enfin des patients, voilà, qu'il y a derrière tout un système et peut-être aussi sur l'idée de la formation du collectif. Et je pense qu'on le voit, les soignants ont envie d'être en collectif, ont envie d'être en équipe, insister là-dessus, sur les formations qui permettent encore une fois, la délégation des tâches, de faire confiance, et ça rejoint aussi ce qui a été dit tout à l'heure sur la confiance. Comment est-ce que je fais pour travailler en collectif, pour faire confiance à d'autres professions que ce que moi je suis en tant que soignant? Voilà, j'ai envie de dire ces choses-là. C'est bien, tu l'as bien utilisé, ta baguette. Donc on sent qu'il va falloir faire évoluer les modèles de parcours dans les territoires, imaginer des nouveaux modèles, plus de coordination, plus d'agilité localement, plus d'accompagnement des professionnels de santé dans l'évolution et l'implémentation de ces parcours, des nouveaux métiers, hein, on le sent aussi Michel, hein, au travers de vos propos, qui émergent aussi dans ce que disait Stéphane tout à l'heure. Un moment un peu charnière maintenant pour l'article 51, pour libérer l'innovation, réalimenter aussi le portefeuille de projet. Je crois que ça va être un des challenges que tu vas avoir pour relancer une nouvelle dynamique, aussi tirer les enseignements. Les retours d'expérience, peut-être aller moins vite d'un coup, plus longtemps, ce genre de choses. Donc voilà, donc je crois qu'on a eu une belle illustration de ce qu'on peut faire dans les territoires, comment on peut innover. C'est pas que de la tech, c'est pas qu'un sujet médical, c'est pas qu'un sujet organisationnel. On voit, c'est un sujet qui est assez complexe. Il faut raisonner sur l'ensemble des dimensions du parcours. Et merci pour vos témoignages. On compte sur vous, députés, dirigeants, financeurs, institutionnels, mais aussi sur vous en tant que citoyens pour faire bouger les lignes, permettre au territoire de venir au secours de la santé. Merci à vous. Bravo, et restez encore quelques instants si vous voulez bien. Parce que, alors d'abord je vous fais une annonce, le ministre sera là dans un quart d'heure. Et je voudrais non seulement remercier David Amorim pour cette magnifique animation, le député Michel Lozana, avec qui nous avons créé des liens très chaleureux et très profonds. Et nous avons la chance d'avoir Marion Aymar et Stéphane Junique. C'est des coups de cœur professionnels très forts qui se créent. Et bien sûr, Cécile, que j'ai rencontrée très récemment. J'aimerais, si vous le permettez, revenir sur une petite chose très importante à mon cœur. Made in Tech, ce n'est pas que de l'innovation technologique. Alors, voilà, dans l'intimité de cette pièce, je vais vous expliquer. Un des premiers projets médicaux dont je me suis occupée, c'était pour une jeune fille de 23 ans. Je suis désolée, je vais y mettre de l'émotion, mais j'y peux rien. C'est pour ça que j'ai jamais voulu le dire. Elle n'est plus là aujourd'hui. Elle avait un glioblastome de... Je crois qu'on appelle ça classe 4. Et je me suis un peu battue aux côtés de sa maman. C'est une des raisons profondes pour lesquelles on a créé Made in Tech. Alors, sa maman m'a donné le nom de Made in Tech. J'ai décidé de l'adopter. Et pourtant, c'est un peu particulier parce que c'est quoi? Médecine, innovation et technologie. Alors, du coup, tout le monde pense que Made in Tech, c'est que de la technologie. Eh ben non. Pour nous, l'innovation, elle doit être technologique, oui, mais sociale, sociétale, de prévention.
Et voilà, je voulais jamais le dire parce que je savais que ça serait chargé de beaucoup d'émotions. Mais je pensais que je voulais dire que j'étais complètement d'accord avec vous. Voilà, c'est tout. Mais la santé, c'est de l'émotion. Hein. La santé, c'est beaucoup d'émotions. Je crois que c'est ce qui rassemble aussi beaucoup les acteurs qui sont présents ici. Voilà. Et effectivement, Stéphane m'interrogeait tout à l'heure quand on préparait l'intervention sur qu'est-ce qu'on peut ressentir comme innovation qui émerge. Et on voit vraiment qu'il y a beaucoup de sujets autour des parcours et de la coordination de parcours. Je pense qu'on a gagné en maturité. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Du coup, je me permets de prendre un peu de temps parce que je crois qu'on a 10 minutes encore avant l'arrivée du ministre. Donc, si vous n'avez rien prévu juste après, on peut continuer à papoter tranquillement si ça vous va. Du coup, Michel, cette coordination de parcours, c'est vraiment devenu l'enjeu aujourd'hui sur les territoires ? Oui, c'est très important. Je vous le disais, les médecins ne veulent pas travailler tout seuls maintenant. Et pour être efficace, en fait, il faut agglomérer beaucoup de compétences. Et c'est ce travail-là qui est important. Vous avez parlé d'invention de nouveaux métiers. C'est vrai que maintenant, il y a des assistants médicaux qui sont là pour libérer du temps médical. Ça a été dit, il y a aussi les délégations de tâches, entre guillemets. Donc hier, on l'a voté, c'est très important. Pour trouver tout ce temps médical, à court terme, c'est une réponse. Comme moi, j'ai fait aussi voter des amendements, par exemple, pour faciliter le travail avec la retraite, parce que beaucoup de médecins vont partir à la retraite. Et donc, toutes ces petites choses s'agglomèrent, mais le plus important, ça sera, et je voulais rebondir parce que c'est très important, d'avoir une vision à moyen terme. On en parle beaucoup. Vous savez que je crois que j'ai vu passer 7 ministres en 2 ans. Bon, voilà, vous avez compris, chaque fois un ministre doit reprendre le tas de papiers qu'il a signé et il y a énormément de choses là-dessus. Donc, en effet, la continuité de l'action politique a été compliquée ces derniers temps, c'est comme ça, hein, on peut tous le regretter. Mais c'est vrai que cette vision nous manque parce que nous avons en France aussi des lois de finances qui sont des lois de finances purement annuelles. C'est comme ça, à la fois de finances, financement de la sécurité sociale, ce qui nous empêche d'avoir une vraie vision et beaucoup militent, et sachez-le, en effet, pour qu'on ait une réflexion sur la durée, parce que comme même un hôpital, c'est comme une entreprise, il faut savoir où on va pouvoir investir ou autre. L'investissement, c'est lourd, même en termes de personnel aussi, donc qui on va embaucher ou autre. Bref, toutes ces questions-là demandent quand même une certaine vision et il faut définir vers où on veut aller. Quelle va être la santé du futur? Parce que ce n'est pas seulement le soin, comme on l'a beaucoup développé en France, c'est la santé. Alors ça touche là où on n'est pas très bon, aussi la prévention ou autre, le dépistage, on n'est pas très bon en France. Et c'est toute une chaîne donc, qui doit se mettre en place et qui a besoin de cette vision-là. Et Cécile, d'ailleurs, quand on échangeait, tu me disais que même si on lance une expé, en fait, il faut 5 à 6 ans pour qu'on aille au bout d'une mise en œuvre dans un passage dans le droit commun. Parce que je le rappelle, quand on lance une expérimentation, grâce à l'article 51, on peut faire des choses qu'on ne pouvait pas faire, avoir des financements, des nouveaux modes de financement, voire parfois ne pas respecter la loi dans un cadre qui nous permet de ne pas respecter la loi, justement, sur une période de temps limitée. Donc, en fait, donc avec ces super pouvoirs. Mais pour autant, il faut quand même un temps long. Alors, tu peux nous éclairer là-dessus ? Parce qu'on parle de temps court, de libérer l'innovation. Alors, moi, j'ai décidé de faire la grève de la faim jusqu'à qu'on libère l'innovation. Voilà, j'annonce aujourd'hui. Donc j'espère que ça va pas durer plus longtemps, voilà. Que ça, dans salon tout à l'heure. Hein, voilà, non, mais j'ai pris des forces. Mais du coup, comment on y va? Pourquoi ça prend autant de temps alors qu'en même temps on doit innover? C'est des injonctions un peu contradictoires. Et d'ailleurs, comment tu fais pour gérer ça au quotidien? Alors les expés, nos expérimentations dans le 51, elles durent maximum 5 ans. C'est la durée maximum qui est fixée par la loi. On a des expérimentations qui ont duré moins longtemps. 3 ans notamment, et qui ont réussi à être concluantes. Alors en réalité, c'est très difficile de faire la preuve, enfin en tout cas d'apporter les preuves que l'innovation vaut la peine d'être pérennisée en si peu de temps. On va nous regarder 4 critères. La faisabilité, donc est-ce que l'idée que le porteur de projet a eue, elle est vraiment réalisable dans la vraie vie? Est-ce que des professionnels ont envie de s'engager dans ce projet? Est-ce que les patients sont inclus? Parfois il y a des projets qui décollent jamais parce qu'il n'y a pas de patients inclus. On regarde l'efficacité et l'efficience. Et puis, on regarde la reproductibilité, c'est-à-dire est-ce que ce qu'on a mis en place, on pense que d'autres équipes vont pouvoir s'en emparer, et donc on aime bien pouvoir le tester. On ne l'a pas toujours fait sur plusieurs sites pour voir si ça peut, si c'est prometteur au-delà de l'équipe de soins qu'a porté le projet.
Et en fait, pour évaluer ça, c'est-à-dire avoir suffisamment de patients inclus, pouvoir regarder ce qui se passe pour eux, pouvoir demander aux professionnels, aux patients ce qu'ils en ont pensé, parce qu'on demande toujours l'avis des professionnels et des patients engagés dans ces expés. En réalité, il faut au moins un temps d'observation de 2 ans, qui gère la montée en charge aussi des patients. Donc c'est difficile de faire plus court parce qu'on a ces éléments de preuve à la fin. Ensuite, mais ça dépend des projets. On a réussi sur certains à faire plus court et nous, on ne demande jamais à allonger. D'ailleurs, nous, c'est plutôt une charge quand on allonge les expés, puisqu'elles restent dans nos financements au lieu de passer dans le droit commun. Donc, c'est des marges en moins pour de nouveaux projets. Donc, on ne réclame pas. Mais en même temps, il faut aussi qu'on arrive à faire la preuve de ce qui a été avancé pour financer. Et puis, sur la transposition, tu l'as évoqué tout à l'heure. Quand on arrive à la fin de l'expérimentation, qu'on a une évaluation positive et que les pouvoirs publics décident de s'engager dans la généralisation, ils ont 18 mois maximum pour le faire. Ça, c'est le législateur qui a fixé ce délai de 18 mois. Donc c'est vrai que quand on a fait 5 ans d'expé, rajouter 1 an et demi, on se dit... on a déjà fait là. Qu'est-ce qui se passe? Et en fait, cette transposition, elle est très complexe. Alors, vous l'avez dit, pour des questions juridiques, souvent, il faut passer par la loi, par la LFSS. Donc, elle revient tous les ans. Ça, c'est plutôt pas mal, mais il faut quand même pas louper le train. Parfois, ça relève de négociations conventionnelles avec le monde libéral qui tient beaucoup au fait de pouvoir négocier sur les conditions de transposition des expés. Plutôt dans ce cadre de négociation que dans le cadre de la loi ou des règlements unilatéraux. Et comme vous le savez peut-être, si vous êtes vous-même libéral ou en contact avec des libéraux, ces cycles des négociations, ils ne s'ouvrent pas tout le temps. Voilà, donc ça aussi, c'est un point de complexité. Et puis, bien sûr, il y a des enjeux budgétaires. Alors moi, je dis souvent, nos expés, elles ne coûtent rien à pérenniser parce qu'on fait gagner de l'argent au système et on le démontre. Évidemment, c'est global. On évite des hospitalisations, on évite des réhospitalisations, on crée beaucoup d'efficacité dans le système. Mais néanmoins, il y a quand même, il faut soutenir les équipes qui développent les projets. Il y a quand même des trajectoires budgétaires à soutenir. Et ça aussi, il faut le prévoir. Il faut trouver de la place dans les lois de financement de la sécurité sociale. Oui, parce que ça, c'est et donc, 18 mois, ce n'est pas de trop, souvent, pour faire tout ça. Et oui, on sent que tes super pouvoirs ont des limites. Donc, c'est un point quand même qui est assez important à avoir en tête. Quand on se lance dans un article 51, c'est génial parce que c'est un guichet qui est ouvert. Pas de contraintes finalement dans la sélection pour pouvoir postuler. Après, il y a des sélections, on l'a vu, assez draconiennes. Donc ça prend du temps, mais ça prend du temps parce qu'il y a aussi une évaluation de cet impact organisationnel. Mais au final, ce qui est intéressant de souligner, je réinsiste sur ce point-là, c'est que ces innovations, elles sont évaluées aussi sur le volet économique. Donc elles contribuent, donc c'est à la fois d'innovation pour le patient, pour le professionnel de santé, mais elles contribuent aussi à réaliser des économies. Les deux ne sont pas antinomiques. On peut agir dans l'économie, libérer du temps, être plus efficace. Donc c'est quand même assez intéressant comme... Alors pourquoi on n'a pas déployé plus ces innovations? Je m'adresse peut-être aussi à quelqu'un qui a l'habitude de déployer des solutions au sein de son groupe. Qu'est-ce qu'il faut pour réussir à déployer largement et que ça marche en fait? Qu'on libère enfin ces innovations. Je voudrais arrêter ma grève de la faim bientôt, c'est pour ça. Je ne sais pas si je vais répondre à votre question, David, mais simplement partager 2 points qui me semblent être des freins. Moi, je pense que la vision à moyen et long terme, elle nous manque parce qu'au fond, il y a beaucoup d'innovateurs et beaucoup d'acteurs qui testent des choses, mais à un moment donné, comme soit ça ne répond pas à des vrais enjeux en matière de politique publique pour atteindre des objectifs, etc., au fond, on dit... votre truc, il est pas mal, mais il ne nous est pas utile. Donc le fait d'avoir une visibilité sur quelles sont les priorités sur lesquelles on est attendu, je pense que tous les acteurs, publics, institutionnels, mais aussi privés, c'est extrêmement précieux pour qu'on puisse faire front commun pour répondre à ces priorités en matière de santé. Ça, c'est le premier point. C'est pourquoi, dans la période que vous avez rappelée, monsieur le député, c'est vrai, on est quelques acteurs à dire on a besoin de vous, quoi. On a besoin de vous. Le deuxième élément, on a un problème dans notre pays, c'est que on n'a pas conscience de ce qui a été souligné. L'investissement social autour des enjeux d'innovation permet de faire des économies. Mais comme on n'est pas sur la même temporalité et que c'est vrai, on a plutôt une vision à court terme, et je pense qu'au regard des enjeux de disette et budgétaires, on ne veut pas investir ici dans la prévention, on ne veut pas ici investir sur des transformations d'organisation qui, à un moment donné, on le sait, produiront des économies. Conclusion, comme on n'a pas ce geste d'investissement, eh bien, on ne peut pas
apporter les transformations profondes de notre système de santé. Mais je rajoute un troisième élément, c'est que nous n'avons pas la culture de l'évaluation dans notre pays qui est suffisamment ancrée, et notamment de l'évaluation médico-économique. Je le dis pour vous qui êtes dans la salle et qui portez des projets, intégrez systématiquement un volet là-dessus pour crédibiliser l'action que vous portez, pour permettre d'avoir un argument qui sera un argument certes en matière de santé publique, certes au regard des transformations nécessaires, mais également pour embarquer la dimension économique de cette affaire. Parce que, à la place où nous sommes les uns et les autres, on a besoin également de s'assurer que l'investissement que l'on fera aura, je ne vais pas utiliser le terme de ROI, mais en tout cas un impact fort sur les enjeux, notamment économiques, qui, vous le savez, en matière de santé, sont déterminants. Donc je pense qu'il est important qu'on investisse. D'ailleurs, ce serait peut-être pas mal, David, pour un prochain salon, table ronde, qu'on puisse avoir un vrai débat autour de ça, parce que je pense qu'on a besoin de progresser. Et ce n'est pas simplement les sociétés savantes qui vont progresser, c'est l'ensemble des acteurs qui doivent également intégrer cette dimension d'évaluation. Une réaction, Michel ? Oui, cette dimension-là est très importante. Je crois vraiment que nous avons un but qui doit être celui de l'efficience du système de santé. Nous sommes le pays qui dépensons, je crois que nous sommes le 3e pays pour les dépenses en général de santé. Cocorico. Loin, il y a les États-Unis, mais bon, ils sont très loin et on connaît le système. Juste devant nous, il y a l'Allemagne et nous sommes le 3e pays. Et puis vous savez que, bon, on a beaucoup parlé de problèmes économiques, de dépenses et de dettes dernièrement. Donc je crois qu'on a quand même à repenser notre système. C'est pour ça que repenser, il nous faut un moyen terme. Mais on a des gains d'efficience à faire. On le sait tous. L'infirmière à l'hôpital qui passe quasiment la moitié de son temps à remplir des fiches sur son ordinateur alors qu'elle devrait être au pied du patient. Tout le monde le sait, mais n'empêche que nous sommes encore là. Donc l'efficience doit être un des buts premiers parce que financièrement, on ne va pas pouvoir toujours continuer à augmenter toujours plus. Nous aurons à faire face au vieillissement de la population. Donc la santé, les nouveaux traitements, moi je travaille beaucoup en cancérologie, nous avons des médicaments extraordinaires qui arrivent et ça, on est en pleine révolution dans la cancérologie, mais avec des traitements qui coûtent parfois très cher. Et nous devons avoir aussi une réflexion là-dessus, comment nous allons l'intégrer dans notre système de santé, parce qu'il va y avoir aussi une réflexion globale à avoir, et j'allais dire devant la population, entre guillemets, combien on veut dépenser, jusqu'où on va, qu'est-ce que ça implique en termes de dépenses publiques, parce que à la fin, ce sont les impôts des Français. Donc je crois que l'efficience doit être un des moteurs de la santé du futur. Et Marion, d'ailleurs, je crois que dans les investissements que tu avais évoqués, il y a pas mal d'acteurs de start-up ou de projets, on va dire, immobiliers qui visent à favoriser cette collaboration, mais aussi cette efficience, c'est-à-dire comment je vais utiliser de la télésurveillance, mais bon, après je génère une alerte et s'il n'y a personne au bout de l'alerte pour réagir et faire quelque chose, ça ne sert pas à grand-chose. Donc du coup, avoir une réflexion un petit peu globale, ça c'est aussi des sujets qui vous animent de manière très présente. Et d'ailleurs, je crois que vous allez jusqu'à conseiller ou accompagner aussi les acteurs territoriaux dans leur réflexion sur ces sujets-là. Vous n'êtes pas juste en apporteur de financement, vous amenez aussi de jus de cerveau sur ces sujets. Oui, alors plusieurs éléments, et j'avais envie de rebondir sur les choses qui avaient été dites, mais oui, effectivement, les solutions innovantes qui vont de la télésurveillance, de la téléexpertise, qui permettent effectivement de faire gagner du temps, de l'efficience. Après, je voulais rebondir sur les modèles économiques qui sont super complexes, et en tant qu'investisseur et financeur, c'est ça qui est compliqué. Ils sont super simples en France. On parlait de génération d'économie, et ça, nous, on est hyper sensible et favorable. Mais comment est-ce qu'on modélise ça? Comment est-ce qu'on le finance? Et on revient sur les enjeux de la prévention. Comment est-ce que je finance la prévention? On revient sur les enjeux du long terme, parce que je vois les bénéfices de cette prévention, non pas tout de suite, mais dans X temps. Et donc, il faut être un investisseur. Quand on est avec la casquette investisseur, ça veut dire être un investisseur patient et de long terme. Alors, ce que tout le monde ne peut pas non plus faire, parce que ce n'est pas dans l'ADN de tous les acteurs du financement et de l'investissement. Donc ça rejoint plein de problématiques qui ne sont pas si simples à résoudre. Et quand on revient des temps longs, de l'expérimentation, du passage dans le droit commun, qui sont nécessaires parce qu'on comprend bien toutes les contraintes, derrière les acteurs de l'innovation, les startups, qui peuvent être de taille, parfois petite taille,
c'est pas leur horizon de temps non plus. Non. Et ça, on est entre deux mondes qui travaillent ensemble, mais qui sont sur des horizons de temps différents. Un monde de la rapidité, de l'immédiateté, du financement rapide versus un temps long parce que réglementé, parce qu'il faut passer dans plein de strates qui sont nécessaires parce qu'il s'agit de la santé. Et donc, comment réconcilier ce monde-là? C'est pas évident. Et donc, faut réunir autour de la table des acteurs à la fois innovants, mais des acteurs aussi qui sont capables de travailler en commun. Et ça rejoint ce qui a été dit. C'est-à-dire qu'il faut des opérateurs sur le territoire, il faut des innovateurs, il faut des startups, mais il faut aussi des institutionnels, il faut aussi des financeurs de temps long. Voilà, tout ça, c'est pas si facile. À trouver. Moi, j'ai tendance à dire, pour une start-up, 6 mois, c'est une éternité. Ouais. Mais pour un grand groupe ou une institution, 6 mois, c'est demain, voilà, Ouais. à peu près. Donc, effectivement, comment on arrive à faire synchroniser ces initiatives et du coup, moi, je le vois, je croise parfois des élus qui me disent on a lancé un projet et puis je m'essouffle un peu parce que j'ai pas les relais au-delà de l'expérimentation. C'était un chouette truc, mais on n'a pas pu le pérenniser. Alors, on l'a vu avec l'article 51, c'est 5 à 6 ans pour aller quand même au bout et pour plein de bonnes raisons, notamment parce qu'il y a un impact législatif potentiel au bout. Et donc finalement, comment est-ce qu'on peut réconcilier ces deux mondes qui sont sur des horizons de temps si différents? Le 6 mois, une éternité versus le 6 mois, c'est demain. Voilà. Alors, je pense qu'on n'aura pas forcément la réponse aujourd'hui, hein, c'est un vaste sujet. Mais je sais que c'est un sujet qui touche beaucoup de gens ici présents, en particulier les startups ou les petites boîtes. Une réaction, Michel, peut-être sur ce point-là? Oui, juste pour dire que je crois que le président de la République avait eu quand même l'intuition d'abord que la tech révolutionnerait la santé, puisqu'il a voulu avoir une action forte là-dessus, et qu'en même temps, on doit tenir compte du terrain parce qu'on est au plus près là, des patients et des besoins donc, de la population. Il y a eu la création de l'Agence de l'innovation en santé, qui est très importante. Malheureusement, le ministre a pris la directrice dans son cabinet et pour le moment, moi j'attends la prochaine nomination pour la rencontrer, mais j'ai déjà eu des contacts. Il y avait cette vision-là parce que la santé sera un des moteurs, y compris économiques, du futur. Il avait cette préscience-là. Et je crois que c'est vrai. Je crois que vraiment que la santé, par rapport à nos pays, la vieille Europe, mais partout dans le monde, va prendre de plus en plus d'importance. Et donc, c'est important d'avoir cette réflexion. Après, nous sommes un pays très administré, entre guillemets, et donc, c'est pour ça qu'on a créé l'article 51 ou autre. C'est aussi pour essayer d'accélérer ces processus. En fait, créer de nouvelles organisations ou de nouvelles technologies, c'est un marathon. Alors on voudrait que ça soit évidemment plutôt une course de sprint. C'est un vrai marathon, il ne faut pas s'essouffler. Beaucoup de prétendants, peu d'élus à la fin, on le voit déjà. Et toutes les nouvelles startups qui sont parfois dans l'innovation, pas seulement technologique, mais organisationnelle ou au plus près des patients, peuvent s'essouffler et ça sera très compliqué parce qu'on a toujours des barrières qui prennent du temps, le législatif qui prend beaucoup de temps et puis, comme je vous l'ai dit, on a eu une administration qui a été soumise dernièrement à des changements très, très fréquents qui empêchent d'avoir une impulsion continue, j'allais dire. Et ce qui est assez contradictoire, parce qu'on le voit, les élus dans les territoires où ils ont des attentes énormes, leurs concitoyens aussi. Donc on est dans une situation de grand écart. Donc on va voir jusqu'où on tient ce grand écart pour agir sur la contrainte. Donc vous êtes, s'il y a des start-upers ici, des marathoniens de la santé. Voilà, donc c'est un des éléments, une conclusion qu'on peut tirer. Mais heureusement, vous avez quand même aussi des amis bienveillants qui peuvent vous soutenir avec différentes solutions, guichets, soutien, aussi des terrains d'expérimentation, que ce soit en France. Dans les territoires ultramarins, on peut peut-être souligner aussi qu'il ne faut pas oublier nos territoires ultramarins. On l'a vu, il y a eu beaucoup d'impact avec les changements climatiques. l'e-santé, c'est peut-être aussi des moyens intéressants à exploiter dans ces territoires, parce qu'on ne va pas non plus du jour au lendemain doubler les populations médicales, et on sent qu'il y a aussi des besoins de plus en plus importants. Donc, je sais que c'est un sujet qui vous tient aussi à cœur au niveau du groupe Vive.
Oui, ne pas simplement rester sur les enjeux qui sont les enjeux hexagonaux, même s'ils sont importants, mais regardez les dynamiques qui existent dans les territoires ultramarins. On était dernièrement en Guyane, c'est un des départements, je trouve, les plus dynamiques de notre pays. Il y a une démographie de la population qui est en explosion. C'est la population la plus jeune de notre territoire. Donc les enjeux, ils sont pas tant d'ailleurs sur le sujet du vieillissement. C'est pas le vieillissement là-bas. C'est davantage comment, en matière de petite enfance, on est en capacité de pouvoir apporter des innovations. Et je trouve qu'il y a une ouverture d'esprit de la part des acteurs qui est extraordinaire. Donc je le dis pour celles et ceux qui portent des innovations, n'hésitez pas à aller en dehors de l'Hexagone pour tester des choses. Parce que là, vous avez véritablement, je pense, un territoire qui peut être un vrai territoire expérimental. Et en plus, avec une approche qui est une approche populationnelle qui n'est pas neutre pour moi, c'est-à-dire que comme vous avez des barrières géographiques, notamment avec l'environnement naturel qui est très très fort, le sujet, c'est en fait d'aller vers les populations d'une manière importante. Et vous avez des communautés qui sont des communautés spécifiques, avec une culture, une identité très très forte, avec des langues d'ailleurs qui peuvent être différentes sur ce territoire. Donc l'enjeu, c'est de pouvoir pleinement s'adapter et adapter une offre de santé à l'égard de ces différentes populations. Bref, c'est un formidable terrain de jeu. Allez voir ce qui se passe dans les territoires ultramarins. Voilà. Et je pense d'ailleurs qu'il y aurait des gros sujets à faire pour mailler l'offre de soins et d'accompagnement. Et on est quelques acteurs, c'est vrai, à investir pour pouvoir être au rendez-vous des enjeux de santé là-bas. C'est vrai que moi, je l'ai souvent entendu de collègues dans le monde de l'innovation, des startups, des entrepreneurs, qui me disent effectivement que c'est des territoires assez appétants pour innover, lancer des trucs. Voilà, donc à avoir en tête, on a aussi des David, il y a simplement un point sur lequel ils sont attachés, c'est que en fait, on ne vient pas pour faire une affaire sur le court terme et ensuite on part. Parce qu'ils ont vécu ça. Ah oui, ils ont vécu des acteurs, mais je parle également pour des acteurs mutualistes, qui sont venus investir, qui sont venus faire leurs petites affaires, et puis au bout de 2 ans, qui se barrent. On monte, et puis après on s'en va. Et en fait, on vient chercher de l'expertise, on vient chercher un peu de business, mais en fin de compte, il y a un moment donné toute cette expertise qui repart parce que les acteurs ne restent pas sur le long terme. Donc je pense qu'il faut qu'on soit également attentif sur cet élément. Je ne sais pas si c'est au fond un élément de réponse au regard de ce que vous souligniez tout à l'heure sur le fait que vous avez besoin d'avoir de la visibilité sur le court terme, mais aussi sur le long terme pour que vos activités, notamment en termes économiques, puissent perdurer. Mais ayons conscience que quand on vient sur un terrain, c'est aussi pour y apporter de l'expertise, pour y apporter une offre qui permette de répondre à un besoin, mais vraiment sur le moyen et long terme. Voilà. Et le dernier élément, c'est que spécifiquement pour le groupe, c'est vrai, on a un investisseur mutualiste, donc privé. 30% aujourd'hui des investissements que l'on fait sont en matière d'accompagnement sur des projets purement en santé. Il y a les partenariats que l'on crée, mais utilisez-nous également comme des terrains d'expérimentation pour vous. On a la chance d'avoir un réseau d'offres de soins et d'accompagnement de 1800 établissements. Je ne peux pas imaginer que sur certains projets, en fait, on ne peut pas être pour vous un terrain où vous testez grandeur nature vos différents produits ou vos différentes offres. Et c'est en ça où il y a probablement des synergies qui sont importantes pour répondre à ce que vous soulignez tout à l'heure, le court terme, mais aussi voir le long terme. Voilà. En tout cas, c'est une belle manière de conclure. Je vous ai fait parler plus que de raison. Je vous avais promis 40 minutes. On aura fait beaucoup plus, quasi plus d'1 heure. Mais merci d'avoir joué le jeu gentiment pour nous permettre de faire la transition en attendant l'arrivée du ministre. Mais je pense que ça y est. Donc je vais pouvoir vous libérer enfin. Merci d'avoir joué le jeu et poursuivi cet échange. Je crois qu'on peut les applaudir bien fort.